Allez, c'est cadeau, imaginons que tu as 10 000 euros qui viennent de tomber comme ça sur ton compte en banque. Ici, on va voir comment les investir pour espérer atteindre le niveau d'au-dessus, c'est-à-dire comment passer de 10 000 à 100 000 euros. Hello, moi c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, notamment en tant que trader en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Je t'aide aujourd'hui à faire croître ton patrimoine avec ma chaîne YouTube et mon application que j'ai développée pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers plus facilement. Alors, on me pose souvent cette question, comment passer de 10 000 à 100 000 euros? Aujourd'hui, c'est le moment d'y répondre. Je vais te partager les étapes clés pour investir ton argent. Que ce soit pour financer ta résidence principale, préparer ta retraite par capitalisation, afin de t'assurer une meilleure retraite que ce que tu peux attendre de l'État, ou pour tout simplement ta propre ambition personnelle de faire croître ton patrimoine. Pour tous ces projets, il est primordial de commencer par la base, ta réserve de secours. C'est l'étape numéro 1 avant d'investir. Ce sont les fondations de ton patrimoine si tu veux. Et il vaut mieux que les fondations soient solides pour arriver plus facilement à atteindre tes objectifs. Donc voilà, avoir une réserve de secours te permet tout simplement d'avoir de l'argent de côté pour faire face aux imprévus. Donc pour une personne seule en général, une réserve de secours équivalente à 2 mois de dépenses suffisent en France. Après, bien sûr, pour un couple avec enfant, on peut aller jusqu'à 4 voire 6 mois de dépenses de côté. Alors, quoi faire de cette réserve de secours? Tu peux tout simplement la placer sur un livret A qui va te rémunérer jusqu'à 3% aujourd'hui. Donc, le fait que ça soit sur un livret, ça va te permettre d'y avoir accès rapidement en cas de souci. Et petit avantage au passage avec un livret bonus, pour ceux qui gagnent moins de 22 400 euros par an, il existe le livret d'épargne populaire qui te permet de générer 4% par an. Bref, tu vois l'idée ici pour cette première étape, on sécurise d'abord sa réserve avec un livret qui permet d'avoir un accès rapide à ses économies en cas de souci. Maintenant que ta réserve de secours est constituée, il va falloir que tu détermines le montant que tu peux mettre de côté à chaque fois que tu touches de l'argent. Donc si on prend un exemple, disons si tu as un salaire de 2 400 euros net et supposons que tu aies 2 000 euros de dépenses, alors il te reste 400 euros à la fin de chaque mois et ces 400 euros, c'est ta capacité d'épargne, ce que tu vas pouvoir utiliser tel des munitions chaque mois sur tes investissements. Et on va voir que ta capacité d'investissement, lorsqu'elle est bien utilisée, fera un effet boule de neige et te permettra ainsi de multiplier ton profit à long terme. Aujourd'hui, ce constat est sans appel, ta réussite financière va dépendre directement de ton horizon d'investissement. Et oui, le temps est un des leviers les plus puissants en investissement car une personne qui aurait besoin de ces 10 000 euros à court terme, par exemple acheter une voiture en plus ou un apport pour une maison dans 6 mois, mécaniquement cette personne ne va pas avoir le temps nécessaire pour faire fructifier son argent en 6 mois par exemple. Alors qu'à l'inverse, avec un horizon d'investissement à long terme, donc concrètement un temps supérieur à 10 années, ton argent va pouvoir être placé et rapporter à son tour de l'argent chaque année et chaque profit que tu vas réaliser annuellement va alors à son tour générer de l'argent l'année suivante et ainsi de suite. Donc en somme, investir ton argent à plus de 10 ans te permettra mécaniquement de faire croître plus significativement ton patrimoine. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 4. Accroche-toi, c'est l'étape la plus importante. Il faut déterminer le ratio qui se compose avec d'une part le niveau de rendement annuel que tu cibles et d'autre part le niveau de risque associé que tu es prêt à prendre. Prenons un exemple. Pour obtenir un rendement de plus 8% par an en moyenne sur 10 ans, il faut en général accepter des variations à court terme de plus de 25%. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir la valeur de son investissement varier entre moins 6 et plus 19% par exemple dans la plupart des scénarios, avec un risque de perte maximum qu'on s'attend limité à 25%. Donc plus concrètement, si tu as 10 000 euros, il y a une probabilité plus faible mais qui existe et donc à ne pas sous-estimer de passer par un plus bas à 7 500 euros en cours de route en cas de retournement de marché par exemple, le tout bien sûr avec plus 8% par an en moyenne d'espérance de gain, ce qui nous donnerait sur 10 ans 115% de performance attendue, ce qui fait tout de même un facteur multiplicatif x 2.15 sur ton capital investi. Donc plus concrètement, un investissement à 8% par an sur 10 ans, ça te permet d'espérer de passer de 10 000 euros à 21 500 euros en 10 années. Donc oui, sur 10 ans, en investissant ton argent avec une espérance de plus 8%, tu peux espérer multiplier par 2.15 ton capital
pour un risque de 25% à court terme. Ce résultat il est possible grâce à ce qu'on appelle la composition des intérêts, car si tu veux, c'est comme si on investissait nos intérêts qui génèrent à leur tour des intérêts, et cela sur plusieurs années. Donc on a montré que trouver un équilibre entre le rendement attendu et le risque pris est la clé d'un investisseur pragmatique, car beaucoup d'investisseurs débutants se dirigent hélas non pas vers un équilibre, mais vers des extrêmes. Avec d'un côté les solutions dites sans risque avec peu de rendement telles que le livret A qui varie entre 1,5 et 3% ces dernières années de rendement et qui délivre un résultat qui est historiquement hélas plus faible que l'inflation. Car oui, l'inflation va dévaluer chaque euro que tu détiens. L'inflation, c'est un risque de dévaluation aujourd'hui, ce qui signifie que dans 10 ans, notre argent d'aujourd'hui permettra d'acheter potentiellement moitié moins de produits, de biens et de services. Donc concrètement, 10 000 € aujourd'hui, ce serait comme un pouvoir d'achat de 5 000 € dans 10 ans. C'est-à-dire qu'investir uniquement via un livret A par exemple ralentit simplement la dégradation de son pouvoir d'achat sans pouvoir vraiment faire mieux que l'inflation en moyenne en termes de rendement. C'est pour ça que le livret A est une solution qui me paraît plus adéquate pour ta réserve de secours ou pour tes projets à court terme tels qu'acheter une voiture ou un apport pour une maison dans 6 mois par exemple. L'autre extrême que pourrait tenter de faire un débutant, ce serait d'aller vers des solutions encore plus risquées et qui vont aussi avec des espérances de gains plus incertaines, voire le plus souvent négatives. Par exemple, certains investissements présentent une espérance de gain autour de plus 30% par an, le tout associé avec un risque à court terme qui dépasserait les 50%. Ce qui signifie pour cette solution plus risquée qu'on peut s'attendre de voir la valeur de son investissement varier à minima entre moins 25 et plus 25% par exemple dans une majorité de scénarios, avec un risque de perte maximum qu'on s'attend limité à 50%. Donc plus concrètement, pour 10 000 € investis, on pourrait passer par une perte de 5 000 €, ça fait mal quand même. Alors certes, le tout avec un potentiel espéré de plus de 30% par an en moyenne, donc une espérance de gain dans cet exemple, qui donnerait certes sur 10 ans 1278% de performance attendue, donc c'est quand même un fois 13,7 sur son capital investi pour un risque donc très élevé de 50%. Et le problème avec ces niveaux de risque, c'est que le retour sur investissement est aussi assez incertain. Car oui, il y a beaucoup moins de chances d'arriver à ses objectifs financiers avec un risque de 50% qu'avec un risque de 20% par exemple. Donc oui, augmenter son risque, c'est potentiellement augmenter son gain, on est d'accord, mais c'est aussi potentiellement augmenter la probabilité de perte totale du capital. Aussi, on a montré que des rendements élevés ne vont pas sans un risque en cohérence avec ces rendements, donc potentiellement très élevés aussi. Donc méfiez-vous des promesses miracles qui vous proposent de faire un x10, x100 en une semaine sans risque. On a vu que trouver un équilibre pragmatique sur le ratio rendement espéré sur risque attendu, il est clé pour être à l'aise avec ses investissements et ne pas se retrouver dans un scénario où on vendrait tout par panique. Selon moi, aller chercher 8 à 12% par an en moyenne avec un risque de 28 à 35% me paraît aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles en tout cas, un bon équilibre à mon avis personnel. Sachant qu'avec une espérance qui va de plus 8 à plus 12%, ça nous permet quand même d'aller chercher un bon facteur multiplicatif de rendement allant jusqu'à x3 au bout de 10 ans tout de même. Sachant que 28 à 35% de risque, ça me paraît acceptable à court terme quand on investit de l'argent dont on n'aura pas besoin avant 10 ans minimum. En somme, c'est ça une des valeurs principales des investisseurs pragmatiques, c'est d'investir avec un ratio rendement sur risque qu'on comprend et qu'on accepte. Donc ok, là normalement tu sais combien de réserves de secours tu dois avoir sur tes livrets et tu as une meilleure idée du rendement par an que tu cibles et du risque aussi que tu peux tolérer. Maintenant concrètement, qu'est-ce qu'un investisseur pourrait acheter pour passer de 10 000 à 100 000 €? C'est là où s'offrent à toi deux grands moteurs de croissance de l'investissement qui sont les plus faciles à exploiter et à la portée du plus grand nombre. Je veux bien sûr parler de l'immobilier et surtout de la bourse. D'abord un mot sur l'immobilier. En France, il est possible d'utiliser le levier de l'emprunt, donc acheter un bien immobilier avec de l'argent de la banque à 3% d'intérêt par exemple, pour espérer dégager, en mettant le bien en locatif, une rentabilité de 3 à 6% par an et pour certains qui s'y connaissent mieux d'aller jusqu'à plus 10% brut par an. Le tout avec un risque qui dépend principalement du taux de remplissage, donc d'être capable de minimiser la vacance locative. Également, il existe des risques d'impayés sur les loyers bien sûr, d'augmentation de la pression fiscale aussi,
et enfin des coûts d'entretien à travers le temps qui sont croissants avec l'inflation. Donc l'immobilier permet de générer du capital et potentiellement de la rente, mais il y a un facteur clé souvent sous-estimé, c'est le temps que prend la gestion du bien. Et le temps de gestion, c'est tout sauf anodin sur l'immobilier. Allez, on enfonce la porte du premier moteur d'investissement selon moi. Laisse-moi te présenter mon moteur de croissance préféré qui est la bourse. L'investissement en bourse nous offre la possibilité de détenir des parts d'entreprises cotées en achetant leurs actions. Et ce, sans avoir à gérer ces entreprises. Donc là, on parle d'un investissement qu'on peut qualifier d'investissement passif. L'avantage d'acheter ces actions, c'est que ça te permet de t'exposer à la croissance d'entreprises qui, lorsqu'elles sont bien choisies, c'est-à-dire lorsqu'elles apportent de la valeur à la société, avec des hommes et des femmes qui répondent à de vrais besoins dans notre société, en proposant des produits, des biens et des services utiles. Et surtout le tout avec de bonnes projections financières. Et figure-toi que les actions, c'est historiquement le premier moteur de croissance au monde. C'est l'actif qu'ont en commun le top 1000 des hommes et des femmes les plus riches au monde. Donc oui, c'est tout sauf un hasard bien sûr. Car échanger son temps contre de l'argent, c'est limité par le temps qu'on a. Donc pour les plus ambitieux, 80 heures par semaine au grand maximum. Alors que quand tu détiens de l'actif avec des parts d'actions d'entreprise, alors là, ton temps de travail n'est plus une limite. Ce sont les hommes et les femmes de ces entreprises qui, en travaillant tous ensemble, délivrent de la valeur et vont pouvoir faire croître la valeur globale de leur entreprise et donc la valeur du portefeuille de leurs actionnaires. Alors avant de te parler de ma stratégie pour générer 100 000 €, un mot sur les classes d'actifs alternatifs. Alors oui, il existe d'autres actifs bien sûr, tels que l'or, la valeur refuge ancestrale, qui est un véritable rempart à l'inflation à travers le temps. Donc oui, historiquement, détenir quelques pièces ou lingots d'or, ça permet de lutter contre l'inflation. C'est aussi le cas de certains objets d'art, de niche plutôt, ainsi que les montres de luxe. Alors oui, certains te parleront aussi d'actifs parmi les plus risqués comme les cryptocurrencies. Sachant que, attention au danger avec les cryptos car la plupart des projets sont hélas des systèmes de Ponzi. Avec parmi elles la meilleure crypto, le Bitcoin, qui représente un risque qui dépasse historiquement les 70% à court terme. Donc oui, un niveau de risque qui illustre une incertitude très importante et un potentiel de perte très élevé. Et qui, à mon avis personnel, est donc loin d'être un investissement pragmatique en termes de rendement sur risque comparé au marché action, car à mon avis personnel, la bourse permet d'offrir un bien meilleur ratio rendement espéré sur risque attendu. Maintenant, pour arriver à notre objectif de passer de 10 000 à 100 000 €, le plus simple est à mon sens de s'appuyer sur le potentiel de ma classe d'actifs préférée, la bourse, en investissement dans le marché action. Ici, il y a deux possibilités qu'on peut utiliser en parallèle. Avec d'une part la possibilité d'acheter des actions, donc ces fameuses parts d'entreprises comme Total Energy, Air Liquide, LVMH, Apple ou Google par exemple. Donc d'être directement lié à la réussite de ces entreprises américaines et européennes. Et d'autre part, on a la possibilité de répliquer le marché moyen avec des ETF, des Exchange Trade Funds. Donc ces ETF qui permettent de tenter de répliquer la performance des principaux indices du marché action. Et par indice, on entend les principales actions des plus grandes entreprises dans une région du monde donnée, avec par exemple l'indice américain, le S&P 500, l'indice français avec le CAC 40, l'indice européen avec l'Eurostoxx 600. Ou encore des indices plus mondiaux comme le MSCI World. Bref, avec les ETF, il y a un grand nombre de marchés et d'industries qui sont accessibles. Donc oui, d'une part, les ETF, c'est un bon moyen pour diversifier son investissement en bourse. Donc un moyen qui a ses avantages, mais comme toute solution, qui a aussi ses inconvénients, avec leurs frais prélevés annuellement, appelés Trading Expense Ratio, TER, de l'ordre de 0,30% par an en moyenne sur les ETF. Également, les ETF impliquent aussi une exposition à des intermédiaires financiers et leurs risques sous-jacents. À ça, on ajoute ce que j'appelle les frais cachés des ETF, ce qu'on appelle dans le jargon financier la tracking difference. Donc c'est la différence entre la performance de l'ETF et leur indice de référence. Ainsi, en moyenne, les ETF sous-performent leur indice de référence, donc font moins de performance que l'indice qu'ils tentent de répliquer. Et oui, en termes de stratégie, il n'y a pas d'évidence à choisir uniquement une stratégie ETF ou uniquement une stratégie action. Un mix des deux est alors plus intéressant pour débuter. Alors avant de rentrer plus en détail sur la stratégie, sache qu'il y a deux supports clés à connaître avant de commencer, avec d'un côté le PEA
et de l'autre le CTO. On commence par le PEA, le plan d'épargne action, qui est une niche fiscale qui permet au sein de l'enveloppe du PEA donc de ne pas être imposé sur les plus-values réalisées. Aujourd'hui, le PEA permet d'investir jusqu'à 150 000 €, donc une limite de versement de 150 000 € pour ensuite acheter des actions européennes et des ETF quand ils sont éligibles. Donc oui, avec le PEA, on a un avantage fiscal, mais moins d'opportunités d'investissement qui seront disponibles autant sur ETF que sur actions au sein du PEA. C'est là où on arrive au deuxième plan à connaître, c'est le CTO. CTO pour compte titre ordinaire. Ce support, lui, n'est pas limité. Le CTO permet de s'exposer à l'ensemble du marché action. Ainsi, on peut aller chercher les principales zones de croissance mondiale. Donc, ne pas se limiter seulement à la France ou à l'Europe, mais aller plus loin avec des actions d'Amérique du Nord, avec les États-Unis d'Amérique, qui offre un historique de 7 à plus 8% par an, avec un CTO qui permet aussi de t'exposer au Japon, tout comme à des actions chinoises ou indiennes également. Par contre, le CTO verra ses plus-values réalisées imposées. Donc quand tu auras vendu des actions ou ETF qui affichent un gain, il faudra payer 30% d'imposition sur les plus-values. C'est la France tout de même avec la fameuse flat tax, composé de 17,2% de CSG-CRDS et de 12,8% d'IR à date. Ainsi, aujourd'hui, le PEA en France permet à de très nombreux investisseurs d'acheter des actions d'entreprises européennes et de faire croître leur patrimoine et même de se verser des dividendes sans être taxé. Ainsi, le PEA, c'est un support de choix pour les investisseurs débutants. Et pour passer de 10 000 à 100 000 €, c'est bien pratique. Ça évite les frottements en évitant les taxes sur les dividendes, par exemple. Après, pour ceux qui veulent aller chercher encore plus de rendement et ne pas être trop exposés à l'Europe, en allant chercher de la croissance ailleurs donc, le CTO est un choix assez pragmatique pour s'exposer à la croissance du marché américain, par exemple. Et on va voir que dans la stratégie que je t'expose ici, je préfère adopter une approche 50-50 sur le PEA et le CTO. Alors, quid des ETF contre les actions? La bonne réponse, c'est ça dépend. Car oui, les fonds professionnels proposés aux particuliers sous-performent leur indice de référence. C'est le mythe ici avec les ETF. C'est pour ça qu'on va faire tomber ce mythe en rappelant qu'il existe un grand nombre de fonds privés qui eux surperforment leur indice de référence en ratio rendement sur risque notamment. Et oui, donc on a des fonds privés de professionnels qui ne sont pas ouverts aux particuliers, en tout cas pas sous un ticket inférieur à 5 millions d'euros ticket d'entrée donc. Et je te partage ça en connaissance de cause car j'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui proposait ce type de stratégie privée. De même, on note quand même qu'il y a un bon nombre de particuliers qui surperforment le marché. Et dans le même temps, on a certains chiffres de l'AMF qui observeraient que la moyenne des PEA ouverts sous-performe. Alors qu'en réalité, ce n'est pas si difficile que ça de battre son indice de référence avec la bonne approche. Allez, ici, je vais te partager un exemple assez simple. Si tu prends le CAC 40 et que tu retires deux entreprises, Orange et Engie, tu as deux entreprises qui affichent aujourd'hui des résultats parmi les moins bons en perspective. Donc ainsi, si tu prends le CAC 40 moins les deux plus mauvaises actions, tu as une sous-sélection d'actions qui, je le pense, devrait surperformer le CAC 40 complet. Donc voilà, ici c'est un exemple pour illustrer mon propos qui consiste à ne pas s'exposer aux pires entreprises et faire mécaniquement mieux que l'indice de référence. Mais tu imagines bien qu'on peut aller encore plus loin en s'exposant davantage que l'indice aux entreprises qui affichent les meilleures perspectives. Et c'est notamment ce que je pratique, le stock picking. Bref, tu as compris l'idée ici. C'est pour ça que la meilleure approche, ce n'est pas de choisir uniquement des ETF ou uniquement des actions, mais de faire un mix des deux, c'est-à-dire de commencer lorsqu'on débute avec 50% en actions et 50% en ETF, puis de faire un bilan après 1 an, 2 ans, 5 ans, puis selon les résultats personnels d'adapter son allocation. Par exemple, si tu obtiens de meilleures performances sur actions, alors de charger davantage sur actions avec par exemple 75% sur actions et 25% sur ETF la deuxième année. Et inversement, si tu es meilleur sur ETF, charger davantage sur ETF. Bref, tu l'as compris, il n'y a pas de vérité qui marche à tous les coups, ça dépend de ton profil d'investisseur et donc il va falloir que tu expérimentes tout ça et qu'ensuite tu adaptes ta stratégie d'investissement selon tes résultats. Donc plus concrètement, pour passer de 10 000 à 100 000 euros, je coupe ici le suspense, c'est carrément possible sur un horizon d'investissement de 10 ans. Oui, en 10 ans seulement avec une allocation qui présente un mix entre ETF et actions de qualité, en répartissant ses actions européennes sur un PEA et ses actions américaines sur son CTO. En termes d'ETF, voici quelques exemples pour un débutant. Il existe deux ETF simples pour tenter de répliquer les principaux indices, tels que BNP
Easy Eurostock 600 sur PEA qui affiche des frais annuels de moins 0,18% par an et une tracking différence, donc une sous-performance contre leur indice, donc une moins bonne performance que l'indice de référence qu'on obtient en ajustant les dividendes capitalisés. On arrive alors à une sous-performance de l'ordre de moins 2% par an. On peut aussi également faire le calcul avec un iShare de BlackRock avec cet ETF S&P 500 sur CTO qui lui affiche moins 1,75% par an de tracking différence avec un frais de seulement 0,07% par an. Côté action, pour donner un exemple simple aussi, on a Air Liquide et Schneider Electric qui elles au contraire affichent une surperformance contre leur indice de référence de 6% en faveur de Air Liquide contre le CAC 40 sur 12 mois glissants et carrément de 60% de différence, donc de performance supplémentaire pour Schneider contre le CAC 40 sur un an glissant. Donc oui, il y a des actions de qualité qui en 2024 ont mieux performé que leur indice en Europe et qu'il aurait été intéressant de détenir en PEA cette année. Bien sûr, celles qui ont le mieux performé en 2024 sur l'an passé ne sont pas mécaniquement celles qui performeront le mieux en 2025. Là-dessus, on est bien d'accord, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Maintenant, si on applique le même raisonnement sur le CTO, on aurait par exemple des actions comme Nvidia et Amazon qui offrent aussi une surperformance contre leur indice sur 12 mois avec plus 243% pour Nvidia contre le S&P 500 qui lui affiche plus 39% sur un an glissant et 43% de performance pour Amazon, soit presque 4% de plus que son indice de référence, le S&P 500 sur les 12 derniers mois. Après, bien sûr, chacune de ces actions comporte des risques qui dépassent pour certaines d'assez loin les 40% de niveau de risque, voire plus de 60% de risque rien que sur Nvidia par exemple. Donc si on résume ici notre stratégie de débutant pour passer de 10 000 à 100 000 euros, ce serait d'investir la moitié sur son PEA avec 5 000 euros alloués à 50% sur un ETF Eurostock 600 et 50% sur une dizaine d'actions de qualité européennes ou françaises qu'il va falloir apprendre à sélectionner pour s'assurer qu'elles présentent de bonnes perspectives pour les 10 prochaines années, tout en respectant ton propre couple de rendement sur risque, car oui, personne ne peut déterminer à ta place ce que tu souhaites avoir comme rendement et le risque que tu acceptes personnellement de prendre. Et 50 autres pourcents, donc 5 000 euros sur son CTO, le compte titre ordinaire avec 50% sur un ETF S&P 500 et 50% sur une dizaine d'actions de qualité américaines qu'il va falloir apprendre à sélectionner là aussi pour qu'elles répondent à ton besoin en termes d'exposition, de diversification et de rendement sur risque, avec la possibilité d'acheter progressivement chaque mois à l'aide de ta capacité d'épargne davantage d'actions et d'ETF. C'est pourquoi il va falloir que tu apprennes à te construire ta propre stratégie d'investissement et ne pas juste copier-coller une stratégie. Donc pour apprendre à faire évoluer ta propre stratégie dans le temps suivant les opportunités du moment, afin d'apprendre à quand acheter et quand vendre une action ou un ETF. Ensuite, tu verras dans un second temps que c'est possible de le faire simplement avec mon application pour que ton propre portefeuille d'actions soit cohérent avec ton profil d'investisseur en termes de rendement anticipé et de risque attendu. Concrètement, si on regarde en termes de performance avec un portefeuille simple mais ambitieux avec plus 8,5% de croissance moyenne anticipée et un risque de 28%, ici avec une simulation de croissance de patrimoine pragmatique, on peut espérer en investissant 10 000 euros et avec une capacité d'épargne de 400 euros par mois d'atteindre le fameux objectif des 100 000 euros en 10 années seulement. Et le tout avec un risque contrôlé autour de 28% en ayant investi au total seulement 58 000 euros sur 10 ans, donc en prenant en compte la capacité d'investissement, ce qui offre un profit total de 42 000 euros. Et bien sûr, plus tu apprendras à repérer les bonnes opportunités sur des valeurs de qualité, plus tu pourras optimiser ta stratégie d'investissement selon ta situation personnelle et aller chercher par exemple plus de 20% en moyenne d'espérance de rendement par an pour atteindre pourquoi pas les 200 000 euros voire plus avec ta propre stratégie d'investissement en 10 ans. Et une performance de 20% par an, c'est d'ailleurs ce que certains investisseurs de mon club privé ont réalisé cette année 2024. Aujourd'hui, on vient de le démontrer, investir en bourse permet de se donner toutes les chances de faire croître son patrimoine, que ce soit sur actions ou ETF, à condition de comprendre et d'accepter les risques à court terme. Alors, avant de passer à l'action, surtout n'hésite pas à partager cette vidéo
à tes proches ou à des amis qui en auraient besoin. Donc là, ok, c'est bien beau de m'avoir écouté présenter une stratégie d'investissement possible pour un débutant. Maintenant, on va voir les actions concrètes que tu peux entreprendre pour t'y mettre tout de suite. D'abord, avec l'outil que j'ai préparé pour toi, tu peux y faire une simulation de ton ratio rendement sur risque. Il va te permettre de simuler concrètement ce que tu peux attendre comme rendement sur l'horizon de temps de ton choix. Ensuite, je te donne accès à mon comparatif des frais de transaction des banques et courtiers pour choisir ton PEA et ton CTO, sachant que je suis le seul youtubeur 100% indépendant, donc je ne suis affilié à aucun établissement financier, ce qui te permet d'avoir un comparatif sans biais. Enfin, et c'est le plus important, tu peux choisir de te faire accompagner pour investir, et c'est là où tu peux profiter de mon expertise d'ingénieur en finance de marché, car j'ai développé pour toi une application qui permet de t'aider à gérer ton portefeuille d'actions avec pragmatisme. Tu vas donc pouvoir suivre les risques de tes actions et de tes ETF notamment et avoir des estimations plus précises et automatiques de tes rendements futurs. Tu pourras profiter aussi d'une formation complète pour apprendre à te construire ta propre stratégie d'investissement qui correspond à tes objectifs financiers personnels. Et pour t'accompagner, tu auras aussi accès au club privé des investisseurs pragmatiques pour challenger ta stratégie auprès de plus de 350 membres et profiter de l'intelligence collective. Enfin, chaque mois, j'organise un live privé pour te faire part des dernières évolutions de ma stratégie et te partager le suivi de mes portefeuilles personnels PEA et CTO tout en prenant le temps de répondre aux questions. Donc voilà, avec mon programme Valable à vie, avec un paiement unique sans abonnement, tu as une opportunité exceptionnelle et limitée de faire partie des membres VIP des investisseurs pragmatiques, les seuls qui auront accès en illimité à long terme au programme Premium. Si tu veux en savoir plus et rejoindre mon programme pour devenir un investisseur pragmatique pour faire croître ton patrimoine à long terme, tu peux te rendre sur mon site web guistin.com et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!